Bonjour, il fait chaud aujourd'hui. J'ai même pas eu le courage de retirer mon truc de sport. Au moins l'avantage c'est que j'ai les bras à l'air sa mère. Il fait chaud. 41 à l'heure où je vous parle. Je suis assez étonnamment surpris de réussir à vivre le truc aussi bien. Ça aurait pu être pire que ça, je pense, vivre sous 41 degrés. Ça aurait pu être bien pire. Mais à la place, je vais t'envoyer une photo dédicacée de mes couilles. Et faut vous faire plaisir, faut vous lâcher. Et comme on dit, va te faire enculer grave. C'est bien Thomas, un connaisseur de ce grand film qui est Tonnerre sous les tropiques. On a récupéré évidemment la ref direct. Ah ouais, non, ouais, je sors du sport là en fait, j'ai juste eu le temps de manger. Et je suis sorti dehors direct et j'ai fait allez vas-y, je garde le veston de sport là, au moins je peux respirer un peu. C'est 41 degrés. En vrai, dur et violent, mais voilà, c'est waouh, putain. Je sais pas si c'est la qualité du dernier épisode de Kenobi, puisqu'on est là évidemment aujourd'hui pour parler d'Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, qui pour une fois nous a sorti un épisode aussi qualitatif que terriblement frustrant, parce que bordel de merde, si vous aviez eu peut-être ne serait-ce que l'intelligence de faire ça dès le début, eh ben on aurait nettement moins gueulé, je pense, hein, sur l'ensemble de la série. Mais t'as écouté le nouvel album de Drake? Attends, il a sorti un album, Drake, et je suis pas au courant depuis... Parce que là, attends, sur son dernier album, c'était Certified Lover Boy, et c'était pas, il y a pas si longtemps que ça. Il en a ressorti un genre aujourd'hui ou hier, là, parce qu'il a même pas un an, son album Certified Lover Boy. Toujours pas convaincu, perso, par la série. Bah, on va y revenir, parce que... D'accord, il a ressorti un album aujourd'hui, bah il est productif. Il est productif. Non, mais ouais, il y a pas mal de choses à dire, je pense, aujourd'hui sur, effectivement, l'épisode de Kenobi. Donc on va y revenir un petit peu en détail, parce que faut être relativement honnête quand même. Je pense que on a été volé sur la marchandise. Je pense que maintenant on peut le dire, parce que là c'est bon. On a la marchandise. On a un épisode qui ressemble à la marchandise qu'on aurait dû avoir en fait, et qui aurait, comment dire, qui était censé finalement être la série, je pense en tout cas, Kenobi. Donc il y a toujours des défauts, effectivement, hein, les défauts de réalisation, les défauts de cohérence, surtout des défauts d'incohérence, on va y revenir, effectivement. Bon, Yo mon Gork, comment va le point G? Mais j'ai trouvé l'épisode autrement plus qualitatif, déjà, et je pense qu'on sera tous d'accord. Amor Trevorrow, quel enfer. Ah, lui il va me dire Amor Trevorrow, je sais toujours pas s'il vient ce soir, le Jimmy Dancer. Donc je suppose que la réponse est non s'il m'a pas répondu, mais le gars a plus passé de temps à traiter Trevorrow en ce moment qu'à régler sa caméra sur Twitch. C'est quand même terrible. Comment il va mon Jimmy Dancer? Va falloir que j'affiche son message en plus, parce que malheureusement avec le Amor on peut même pas le lire. Salut Roawin. Donc ouais, non, moi je pense qu'il y a pas mal de choses quand même à dire aujourd'hui dans l'épisode. Et la chose la plus frustrante que je vais vous dire, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est clairement cet épisode en termes de montage, de découpage technique et surtout d'idées. Comment ça va mon Sisama? Je pense que c'était exactement ce qu'on était censé avoir de base. Des flashbacks qui expliqueraient, un petit peu comme dans Lost, il y a Roawin qui est là d'ailleurs, donc voilà, entre fans de Lost on se comprend, des flashbacks qui auraient expliqué un petit peu l'idéologie des personnages, le pourquoi des personnages, certaines, pas ambiguïtés, mais certains axes narratifs qui auraient permis d'encore mieux comprendre certains protagonistes, notamment Reva, notamment les dualités comme on a pu avoir entre Anakin et Obi-Wan. C'est tout, et je pense que la série Kenobi devait graviter autour de ces flashbacks, c'est-à-dire les flashbacks devaient un petit peu donner le là, si vous voulez, de l'ensemble des épisodes. Et je pense que tous les épisodes devaient être montés, découpés et narrés de cette façon. Au final, on a eu des choses qui étaient... pareil Alexandre, tu vois, le retour de la prélogie, des scènes raccords avec la prélogie, etc. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Et tu lui souhaites le coucou de ma part, mon cher Jimmy, à ton élève qui kiffe les vidéos. Ça fait plaisir. Tu lui dis merci pour le soutien indéniable. Et j'espère que tu lui fais 2 petits pas de bachata gratuits en mon nom, bien sûr. Auquel cas, évidemment, je serai obligé de cambrioler ta maison pour le rembourser.
Tu t'accroches, Valou, tu t'accroches, mais on est d'accord que c'est nul, mise en scène, jeu d'acteur, histoire, c'est mal écrit. Faut arrêter maintenant et dire au revoir à ces licences. Bah, je suis pas aussi drastique que toi, Ivan, à partir du moment où, pour moi, cet épisode-là, il répond aux attentes qu'on avait. Pour moi, en fait, c'est frustrant. C'est un épisode où, ouais, j'ai pris plaisir à le regarder, hormis sur certaines choses qui sont délirantes. Je suis d'accord avec Ivan, parce qu'effectivement, bah, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est pas bon, hein, mais la réalisation... C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pas systématiquement dire à chaque fois que la réal est mauvaise. On le sait depuis, allez, on va dire l'épisode 3, les 1 et 2, on pouvait laisser le bénéfice du doute, mais voilà, on savait depuis l'épisode 3 que la réal était aux fraises. Deborah Shaw, c'est quelqu'un qui n'a aucune patte artistique. En termes de jeu d'acteur, je trouve que ça pourrait être vraiment mieux. Vraiment, vraiment mieux. On sent qu'il n'y a pas suffisamment d'élan, je trouve, vis-à-vis des personnages. Mais d'un autre côté, moi j'ai trouvé que dans le montage et dans ce que l'épisode voulait nous dire, et aussi, et là, oui, je pense qu'on sera tous d'accord, l'aura de Dark Vador. Même toi, Ivan, tu l'as dit, hein, Vador, il est cool. Même toi, t'as dit que Vador était cool et charismatique. Je pense que vraiment, avec cet épisode-là, on a un Vador, enfin... comment vous dire ? Bah, sur le toit du monde, c'est-à-dire enfin à la hauteur de la légende qui est la sienne. Si Vador peut stopper un vaisseau, pourquoi n'arrête-t-il pas le faucon quand il part de Hoth? La force, c'est pas ça, c'est juste du fantasme. Ouais, oui, après, peut-être que je sais rien, peut-être que le faucon Millennium pèse plus lourd. Peut-être que Vador, il a pris, dans l'Empire contre-attaque, il a peut-être pris plus d'une quinzaine d'années et qu'il est un peu plus vieux. Et que la force est peut-être un petit peu moins puissante. J'en sais pas, moi ça m'a pas choqué. Honnêtement, je vous le dis, hein, c'est pour moi c'est la grosse plus-value. Il fait une chaleur, les gars, c'est un délire. Pour moi, c'est vraiment la plus-value que j'ai eue, en fait. De se dire que... Vador est enfin à la place qui est la sienne. Tout le mind game qu'il pouvait y avoir avec le Grand Inquisiteur, tout le fait que enfin il est hyper pareil. Il y a des gens qui disent par exemple que la chorégraphie des combats à la fin était ignoble avec Reva et que c'est pas vraiment un combat et que c'est pas terrible. À quel moment il y a un combat? C'est là aussi, tu vois, que j'essaie de défendre un petit peu le grain de sel, entre guillemets, et que j'essaie de défendre un peu cet épisode-là. À aucun moment, il y a un combat. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette narration et ce mind game psychologique. Vador, on le sait qu'il est capable de manier le sabre. On le sait qu'à un moment donné, c'est un seigneur noir des Sith hyper puissant, etc. Mais le voir à ce point-là, rempli, si vous voulez, de mépris, d'orgueil, de dédain, et vraiment dans une espèce de délire où on se dit... Le mec, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre du tout. Il est vraiment écrit comme un seigneur Sith qui joue vraiment avec ses proies. C'est un prédateur. C'est ça, moi, que j'imagine chez Vador. Le grand Vador, le vrai Vador, celui que j'avais envie de voir. Dans l'aura, en plus, dans l'apogée de ce qu'était Vador sur ses premières années. C'est là où tu te dis, le mec, il est terrifiant. Il est terrifiant parce qu'il a même pas besoin de sortir son sabre. Il est d'un espèce de zèle. J'ai joué avec Starkiller, mais ce perso n'a jamais été canon, c'était juste du fantasme pour nous les joueurs. Ouais, mais après, c'est pas gênant, tu vois. Je veux dire, tu peux très bien te dire à un moment donné que ça a été... que t'es capable d'avoir le même délire, tu vois. Pour moi, c'est pas déconnant. Hein. Si Starkiller était capable de le faire, et si à un moment donné, dans le Legend, il y en a qui le font, je trouve pas pourquoi ce serait pas utile de l'avoir dans le canon. Je veux dire, à un moment, je vais demander dans le chat, mais pour ceux qui connaissent pas le Legend, évidemment, parce que dans le Legend, vous allez me dire, ouais, mais il y a telle ou telle chose qui ont déjà été faites dans l'univers Legend, etc. Et donc forcément, bon bah ça se voit déjà de base. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le Legend et qui se contentent du canon, vous trouvez ça plus cohérent que Vador ait une force démesurée et qu'il réussisse à arrêter un vaisseau? Ou est-ce que vous trouvez ça plus incohérent que Rey réussisse à soigner des gens et réussisse à téléporter son sabre laser vers Kylo Ren? Et qu'elle bute Kylo Ren dès la première fois où elle prend un sabre? C'est tout ce que j'ai envie de vous dire, en fait, vis-à-vis du canon. Rey, en fait, c'est venu n'importe comment vis-à-vis du spectateur et c'était over-cheaté par rapport au potentiel qu'elle avait à cette époque-là. Donc là, c'était forcément très compliqué. Pour moi, je me dis que Vador, il réussisse à stopper, puis on voit qu'il galère en plus, mais qu'il réussisse à stopper un vaisseau alors qu'il est au sommet de sa gloire, etc. Pour moi, c'est pas déconnant. Voilà, c'est quand même Vador, quoi. Pour moi, Vador, tu vois, c'est pas déconnant, c'est quand même un mec, enfin, c'est le plus grand, c'était l'un des plus grands Jedi, et c'est le plus grand seigneur Sith de tous les temps, à 2-3 choses près, parce que bon, il termine quand même par se faire enfler, on pourra toujours se poser des questions par rapport à Dark Plagueis, par rapport, évidemment, à... Par rapport à... Putain, comment il s'appelle Dark Sidious, etc. Mais franchement, pour moi, Vador, qui...
Bah, qui techniquement pour moi restait l'élu, mais il faudrait retirer la postlogie parce qu'on n'est pas loin de se demander si l'élu finalement c'est pareil. Mais j'ai envie de gerber rien qu'à dire cette scène. Pour moi, je trouve que à la fin de et là j'étais d'accord avec un tweet d'Ivan d'ailleurs. Pour moi, la fin de la saga Star Wars, c'est la fin de l'épisode 6. Dark Vador, c'est l'élu, c'est lui qui se débarrasse de Palpatine. Donc ça reste l'élu malgré tout. Bon, juste à un moment donné, il a pris un péage, tu vois, vers une autoroute qui n'était pas la sienne. Mais sinon, pour moi, ça reste Anakin Skywalker l'élu. Mais moi, je me dis que on a enfin un épisode où effectivement Vador est sur le toit du monde et c'est expliqué. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la rage qu'il peut y avoir en termes de montage, en termes de spiritualité, en termes de psychologie, sur ce que ressent Vador, sur la haine de Vador, qui on le voit et depuis très longtemps parce qu'il a toujours eu ce sentiment d'être vachement bridé. Moi, je vous dis honnêtement, quand j'ai vu, alors il y a le défaut des qualités. Effectivement, je pense que je serai pas le seul à le dire. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'en fait Anakin il a 15 ans de plus que son maître, hein. On va le dire, voilà, il faut dire les choses à un moment donné. Effectivement, quand tu regardes l'épisode, tu te dis ah ouais. Moi je pense que il a pas été grimé et il a pas été rajeuni de ouf, histoire que le spectateur ait son fanservice en mode ah ouais, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui, c'est vraiment Hayden Christensen. Alors que s'il avait été rajeuni comme Luke Skywalker, on aurait dit ah bah ouais, c'est Hayden, mais on n'en profite pas à fond. Donc ils se sont dit bon voilà, on va faire ça pour les fans. D'un autre côté, c'est vrai que c'est pas cohérent. On dirait que le mec il a 70 ans alors que son maître il en a 32 moins. Parce que Obi-Wan pour le coup a pas pris un fake, il a pas pris un coup de vieillesse du tout, ce qui est quand même hallucinant. Mais j'étais quand même heureux de voir ça. On se retrouve sur Coruscant, on a les prémices d'un combat entre les deux, qui va travailler la psychologie et cette dualité qui existe depuis longtemps. Tout le côté effectivement d'un Vador, enfin d'un Anakin qui a été bridé, c'est ça aussi qui l'a emmené à Vador. Et là Vador il cherche juste à se venger parce qu'il sait très bien de toute façon qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu d'Obi-Wan. La Barbed aussi pour Kenobi, effectivement la Barbed, alors qu'Hayden Christensen qui n'en a pas, il fait forcément... bah ça se voit plus au niveau des traits de visage, etc. Mais il a pas, si pour moi il a pas été rajeuni, c'était justement pour plaire aux fans. Mais j'ai trouvé que c'était, ça manque peut-être encore de musique. Voilà, je crois qu'il y a un soubresaut de marche impériale, mais ça manque encore de musique emblématique. Il nous reste plus qu'un épisode pour en avoir. Il reste plus qu'un épisode pour envoyer du très lourd au niveau de la musicalité d'Obi-Wan. Mais ce jeu entre Obi-Wan et Vador, une histoire qui démarre enfin, Reva qui va revenir au niveau de l'Ordre 66. Alors bon, pareil, ça fait chier parce qu'on l'avait tous grillé. Enfin, je veux dire, faut être à un moment donné honnête. On l'avait absolument tous vu ce truc-là. Mais bon, si jamais à un moment donné, tu vois, tu te dis qu'on l'a pas capté, il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah ouais, putain, c'est bien, il y a une espèce de lore qui commence à s'enrichir au niveau du personnage. Elle était un petit peu en infiltration, ça emmène des incohérences. Enfin, je veux dire, Reva, je veux bien que son objectif principal ce soit de tuer Vador parce qu'elle a envie de se venger. Je trouve qu'elle a un peu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que elle a fait beaucoup d'erreurs, elle a sacrifié beaucoup de gens, elle a tué beaucoup de monde pour être une inquisitrice, tout ça pour que au final elle réussisse à mettre la main sur Vador. C'est des petites choses que je trouve incohérentes parce que quelqu'un qui a autant subi à l'époque et quelqu'un qui est autant du côté du bien et qui veut venger justement des gens innocents, bah techniquement ne se transforme pas en 1 heure non plus quoi. Et ouais, le prochain épisode sera long, ouais, il fera à peu près 1h20. Alors oui, on a dit, si tu retires le previously, les crédits, peut-être une scène post-générique, on aura 1h20 au lieu d'1h30. Mais 1h20 d'épisode, bah là, ça se rapproche déjà d'un petit long métrage. Ça va nous permettre peut-être de faire certaines choses intéressantes. Hayden Christensen a dit en interview il y a pas longtemps, il faut le savoir, que effectivement, il allait teaser les gens en disant « Est-ce que vous êtes prêts pour la revanche du siècle ?» Alors, il y a 2 salles, 2 ambiances. Est-ce que ce sera vraiment la revanche du siècle ou est-ce qu'à un moment donné, ça va être un pétard mouillé? Il nous annonce ça comme la plus grande revanche de l'histoire de tous les temps. Alors évidemment, faut vendre aussi. On se souvient de Walking Dead où Norman Reedus nous avait dit « Ah, vous inquiétez pas, le final de saison 9 ou 10 ou je sais plus, là, ce sera du niveau de Game of Thrones. Allez, mange tes morts, sans sauce, s'il te plaît. T'as même pas le droit à ta sauce chinoise. Et ni ta sauce moutarde, là, tu manges tes morts sans sauce. Mais voilà, bon, il y a à boire, à manger. Mais j'ai tendance à... Voilà, Hayden Christensen, je pense qu'il s'est impliqué dans le rôle. Mais c'est frustrant parce que toutes ces qualités-là, autour de l'Ordre 66, du traitement de Reva, du développement de Reva, de toutes ces choses-là, elles méritaient d'être comme ça depuis l'épisode 1. Enfin, je sais pas si à un moment donné, vous avez pensé la même chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis de cet épisode frustrés en se disant... Si on avait eu des flashbacks
et une identité filmique, c'est-à-dire vraiment une identité cinématographique de jouer entre flashback et séquences normales pour travailler les personnages, et si c'était un petit peu dans un style à la Lost, parce que effectivement ça peut se rapprocher de Lost par moment, est-ce que là pour le coup on n'avait pas une série Kenobi qui avait finalement sa nouveauté à part entière? C'est-à-dire ce truc du on vous fait quelque chose de novateur en fait, on vous fait quelque chose qui est intéressant, pertinent et qui sort un petit peu des sentiers battus. Moi, je pense que c'était vraiment, en fait, l'arc principal qu'il fallait développer, que ce soit en termes de montage, de réalisation ou de découpage. Alors après, maintenant, le problème, c'est que la réalisation, elle est toujours aux fraises, puis il y a toujours des trucs un peu improbables. Je trouve que c'est vachement plus intéressant comme ça. C'est vachement plus intéressant comme ça, parce que sinon, je veux dire, t'as pas ces thématiques-là. Et merci beaucoup Juju pour le don. Reva n'est pas du côté du bien, elle veut se venger de Vador, et peu importe les conséquences, pour elle, ça n'a aucune importance. Bah ouais, mais c'est ça que je trouve pas cohérent, justement, Juju. C'est-à-dire que, merci beaucoup en tout cas pour le don, c'est-à-dire que Reva, elle a vu des gens se faire massacrer, elle avait des prédispositions, elle était au temple Jedi. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était quand même plutôt voué à faire le bien. Elle avait peut-être une part d'ombre en elle, mais c'était quelqu'un qui était voué à faire le bien. Et qui avait été entraîné pour ça. Malgré ce qu'elle a vécu, je me dis, ok, t'es devenue inquisitrice pour te venger, mais comment te dire, la mort, la disparition, la destruction des inquisiteurs vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, par rapport justement à son origine, pour moi, ça aurait dû la mettre dans le mal. Ça aurait carrément dû la mettre dans le mal. Enfin, pour moi, elle aurait dû vraiment être en mode... c'est compliqué. Ou alors, on aurait dû plus jouer sur ça. C'est-à-dire, au lieu de la montrer comme quelqu'un d'un peu psycho qui n'hésite pas à tuer, etc., on aurait dû la montrer peut-être comme une inquisitrice, non pas qui a des doutes, mais qui à un moment donné navigue entre deux eaux, c'est-à-dire peut-être la plus mesurée de toutes, pour rester cohérent en fait avec son truc. Il faut Qui-Gon, SVP, Liam Neeson, bah il sera dans le prochain. Bah c'est sûr, de toute façon maintenant ça peut plus être que dans le 6, hein. Donc il sera dans le prochain, c'est sûr et certain. Moi, je pense que c'est vraiment ça la trame narrative qu'il aurait fallu avoir. Et pourtant, derrière, effectivement, bah, il y a des choses... Il y a des choses qui m'ont un peu fait tiquer, après, sur des problèmes de cohérence. Je veux dire, déjà, je trouve que par moment, ça fait toujours un peu cheap, notamment le moment où Reva, elle arrive avec tous les Stormtroopers, et que globalement, on voit tous les Stormtroopers arriver dans cette espèce de cavité. Je trouve que ça fait très fond vert, ça fait un peu cheap. Et alors, mais ça, je pense que c'est devenu un running gag, parce qu'à ce niveau-là, c'est pas possible. La mort de... C'est Tala, je crois. La mort de Tala, elle est à... Putain, t'es dans Star Wars Battlefront 2 en mode débutant. Elle est à 1 contre 40. Les mecs, ils mettent 10 minutes à réussir à lui tirer dans le bide. Vous êtes 40 à tirer au blaster. Il y a une seule personne dans la cave et c'est tout. Et vous mettez 10 minutes pour réussir à faire un tir dans le bide. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Parce que le problème, en fait, de ce qui est dommage, c'est que les Stormtroopers, on sait qu'ils sont teubés. Ah, on sait qu'ils sont idiots, hein. Ils sont battus par des Wizzy-Walk, ils sont battus par tout et n'importe quoi. Ils savent pas tirer, c'est des branles que dalle. Bon, très bien, d'accord. Mais ok, c'est 40 Stormtroopers. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est de me dire qu'en fait, les Stormtroopers, à la base, ils arrivent pas de nulle part. Si on savait que c'était des clochards, ce serait pas gênant. Mais là, c'est quand même des mecs qui ont remplacé les unités clones, quoi. Et en fait, je me dis... À cet instant précis, l'objectif pour toutes les séries post-prélogie, bah, c'était peut-être de montrer les Stormtroopers de manière un petit peu plus intéressante. C'est-à-dire de montrer les Stormtroopers un petit peu plus vaillants. Tant pis pour la trilogie originale, c'est pas grave, ça se voit un petit peu moins. Et puis bon, voilà, il y a quand même quelques mecs de la rébellion qui meurent. Il y a que dans le 6 où c'est un peu gag. C'est pas forcément gênant, tu vois. Mais là, c'était justement l'objectif où tu pouvais revaloriser les bastions de Stormtroopers. C'est des mecs qui ont remplacé les unités clones. Quand tu vois le talent des unités clones... C'était trop cher de continuer les contrats. Bien sûr, mais enfin, je veux dire, quand bien même c'est trop cher de continuer les contrats avec les Kaminoans, les Stormtroopers, ils ont été quand même dirigés, manœuvrés et éduqués, entre guillemets, par des unités d'élite clones. Ça, on le voit dans la Bad Batch. C'est aussi pour ça que ça me fait chier. On voit des informations dans la Bad Batch et derrière, t'es pas raccord parce que tu vois que c'est tous des clampins. Mais sauf qu'en fait, les unités d'élite clones et les commandants clones et les trucs comme ça, bah eux, en fait, les unités d'élite, c'est elles qui dressaient les tableaux pour les Stormtroopers. Et là, tu te dis, bah ouais, mais enfin, moi, je trouve ça débile.
Et on dirait qu'ils se complaignent dans ce truc débile, quoi. C'est genre, t'as 40 mecs devant Tala, elle se prend qu'une seule balle après 20 minutes, puis alors c'est larmoyant, t'as Ewan McGregor, il a le temps de dire 46 fois « Non, Tala !» Mais il intervient jamais. C'est-à-dire que le mec, je crois que dans la scène, il doit dire 67 fois « Non !» Alors que, bah, il bouge pas, le mec. Genre, en plus, c'est filmé au ralenti, quoi. Donc t'as Tala qui finit par se buter avec une grenade, preuve encore une fois, bah, qu'effectivement... C'est un épisode qui envoie presque du lourd, parce qu'il y a des tas de choses qui sont décevantes. Enfin, je veux dire, vraiment, quelqu'un aura trouvé particulièrement marquant l'utilisation de Tala dans Kenobi. Ça valait le goût, franchement, de rajouter ce personnage-là pour ce qu'elle a fait, ou... Parce que franchement, tu mettais elle ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, quoi. Alors qu'à une époque de Star Wars, que ce soit dans la prélogie ou autre, je sais pas si Ivan est encore là, je pense pas, mais tous les personnages, ils étaient iconiques, quoi. Je veux dire, quand on te mettait Nathalie Portman ou quand on te mettait Jango Fett ou autre, tu vois, tu jouais pas au Cluedo avec eux, hein. T'avais vraiment cette idéologie-là, quoi. Et puis il y a plein de... Voilà, je pense qu'il y aura plein de questions qui vont rester sous silence, mais même l'idée d'avoir nommé Quinlan Vos, je suis même pas sûr forcément qu'ils vont en parler. Par contre, c'est vrai que voilà, c'est maintenu par l'aura de Vador, le retour du Grand Inquisiteur, le fait qu'on sache que c'était qu'une supercherie, toute cette séquence qui est plutôt bien ficelée. Je trouve que, en termes de montage, mettre la séquence avec Vador, à l'époque de l'Ordre 66, et continuer après avec les séquences de Vador qui met un coup de sabre à Reva, ok. En termes de montage, c'est plutôt pas mal. Je trouve que cette scène-là, en termes de réalisation, elle offre quand même un petit quelque chose parce qu'on est en semi-huis clos et puis on sent le côté un petit peu asphyxiant, étouffant, et je trouve que la chorégraphie vis-à-vis de Vador, hyper mind game, elle est intéressante. Par contre, derrière, on tombe à peu près sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire que quand on regarde un peu ce qui se passe, notamment, comment te dire, sur la scène de l'ouverture, donc c'est-à-dire au moment où Reva ouvre la porte et puis qu'il y a les premières scènes de combat, je sais pas si vous avez remarqué, mais la première scène qu'il y a, donc la scène de fusillade entre les Stormtroopers et les rebelles, elle est illisible. Il y a un plan toutes les 2 secondes, la caméra, elle est... Enfin, tu sens qu'elle est ultra saccadée, elle arrête pas de bouger, c'est de la Steadicam de malade, et franchement, c'est vraiment pas beau et c'est pas élégant, et tu changes de plan toutes les 2 secondes. T'as un plan, un, deux, un autre plan, un, deux, un autre plan, etc. tout le temps, avec une caméra tremblotante, ça fait très série des années 2000, tu sens que c'est pas du tout cadré, tu sens qu'il y a pas d'envie de mise en scène. Il y a pas de... Ouais, comme s'ils avaient pas fait de storyboard, c'est genre, ils ont fait ça un petit peu à l'arrache, mais t'as pas d'idée de mise en scène, t'as pas d'idée de mouvement de caméra. On s'est dit, bon, il y a une fusillade, ok, bah on va filmer la fusillade. Mais on filmera pas plus que ça. Mais ça, c'est toujours voilà, c'est toujours les mêmes problèmes de Deborah Shaw. J'ai failli faire des convulsions. Ah, mais moi, mes yeux se sont retournés 7 fois, tu vois. J'ai les yeux qui se sont retournés, j'ai fini aux urgences. Je peux maintenant, en plus je suis plus sous Covid, je peux ressortir depuis aujourd'hui, donc... Mais t'as l'air d'avoir chaud un peu. Ouais, un peu. Ah ouais, non mais là je suis revenu du sport, il était 7h30, 8h moins le quart. Même pas voulu J'ai mangé, j'ai même pas voulu me changer. Là, le débardeur est saillant, il fait le taf, parce que honnêtement, il fait trop chaud là. J'aurais remis un t-shirt, en plus, il me reste quasiment que des t-shirts noirs. C'est vraiment Valou raconte ta vie, hein. Mais ça m'aurait donné encore plus chaud de ouf, c'est une horreur. Après, moi, je le tiens bien. Honnêtement, je me suis pas plaint de la semaine. Il faisait 40 tout à l'heure, ça me dérange pas. Moi, je suis un gars chaud, moi. Je suis un gars du sud, donc à un moment donné, l'hiver et le froid, je le gère pas très bien, mais la chaleur, je la supporte pas trop mal. Donc j'ai de la chance, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, 41 degrés il fait actuellement, hein. Donc à mon avis, il y en a peut-être qui souffrent un peu plus. Ah mais on voit la qualité, mais c'est encore une fois peut-être des problèmes de budget, etc. Ou parfois aussi des problèmes d'écriture. J'aimais bien Leia au début. Moi, elle me commence de plus en plus à me casser les couilles, hein. Je veux dire, parce que Leia, de la manière dont les... Alors comment il a spawn là-bas, enfin il l'explique, mais quel est l'intérêt de refaire spawn le faux Jedi, qui était honnêtement pour moi pas la plus grande plus-value de la série, loin de là, hein. Mais le fait d'avoir fait respawn de nulle part le vrai faux Jedi, qui a juste littéralement pop ici, tu vois, en mode « Salut !» Alors il l'explique rapidement, mais pour finalement une utilisation qui est médiocre et qui pour moi n'a absolument aucun intérêt. Mais alors, le Leia,
qui est capable de devenir MacGyver en l'espace de 10 secondes, c'est-à-dire qu'elle a un IQ de 260 et elle est déjà pratiquement capable d'être plus intelligente que des mecs de 50 balais, mais elle se rend même pas compte à un moment donné que son droïde, il est usé. Ah, son droïde, il a pas du tout le même regard, ni le même visage, il s'illumine rouge, etc. Elle se demande pas ce qui se passe. Donc elle est over-cheatée pour réussir comment dire, à manœuvrer des situations aussi difficiles. Par contre, pour son propre droïde, voilà, c'est des petites incohérences comme ça où je me dis, je trouve que pour du Star Wars, c'est con, quoi. Je veux bien que ce soit Star Wars, etc., mais je trouve ça un petit peu teubé. Je trouve ça un peu teubé. Je trouve ça dommage vraiment de pas avoir manœuvré ça plus intelligemment, parce que on sera obligé forcément de faire à un moment donné des comparatifs, mais c'est vrai que Mandalorian a l'air tellement plus soigné. J'ai vraiment l'impression en fait que quand je regarde Mandalorian aujourd'hui, je vois une série en fait qui est travaillée par des mecs qui veulent faire le meilleur possible. Et quand je regarde Kenobi, malgré toutes les choses positives que j'ai pu trouver dans cet épisode, quand je regarde l'ensemble des 5 avec un peu de recul, je me dis, ça reste très marketing quand même. Ouais, elle se rend même pas compte que le droïde a disparu, etc. Enfin, tu sais, il y a des tas de trucs où globalement c'est pas cohérent. Par contre, en tout ce qui concerne la mécanique et des trucs vraiment lunaires où normalement à 9-10 ans t'es incapable de ça, alors là c'est... Allez, on va être gentil, on va dire que c'est parce que Anakin à 10 ans il construisait déjà des droïdes et que les mecs ils sont super chauds dans la famille pour créer un peu tout et n'importe quoi. Ah mais je veux bien, je veux dire, Anakin, la différence c'est qu'il était sur Tatooine, c'était son métier. Luke, s'il est comme ça, pareil, à Tatooine, c'est des fermiers, ils sont un peu obligés d'être comme ça. Leia, elle est éduquée pour être sénatrice. Où est-ce qu'elle a appris tout ça? Où est-ce qu'elle a... Ça peut pas être inné. Enfin si, ça peut, mais enfin c'est gros. Où est-ce qu'elle a appris tout ça? Où est-ce qu'elle a appris tout ça? À quel moment la meuf, en fait, elle a été capable de manœuvrer à 10 ans des protocoles aussi techniques alors qu'elle est politique? Ils ont sacrifié la qualité au profit de l'oseille, contrairement à Mando. Bah, le problème, c'est que ça va commencer à me faire peur pour tous les autres projets, quoi. Tu sais, je vais finir par me dire, en vrai, si tous les projets ils sont du même acabit, ça va être dur, hein. Ça va être dur. On a perdu Ivan. Ah bah Ivan, il reste les 10 premières minutes. Ivan, il reste les 10 premières minutes, puis après il se rappelle qu'on parle de l'épisode, donc il l'a vu, donc il se met sur son balcon, puis je saute pas, je saute pas. À l'heure actuelle, je pense qu'il regarde l'horizon en mode, allez, je vais peut-être encore vivre un peu plus longtemps. Mais allez, pour lui, qui est difficile, je connais mon Ivan, hein, c'est un bon pote, pour lui qui est très difficile dans l'univers de Star Wars. Preuve en est qu'il trouve que Mando et Rogue One, c'est cool, mais que c'est pas non plus extraordinaire. Bon bah forcément tu vois derrière quand on lui met quelque chose comme ça, moi je comprends qu'il accroche pas, mais d'un autre côté moi j'ai trouvé l'épisode 5 largement supérieur au précédent, avec des scènes assez marquantes quand même qui font plaisir, les flashbacks, mais derrière ça sauve pas l'ensemble, hein. Petit hors-sujet, Valou, Taika Waititi a dit en interview qu'il voulait que son film Star Wars s'éloigne du reste pour plus de liberté. Un avis? Merci Juju pour le don. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense qu'à un moment donné, les histoires des rebelles, des trucs... Enfin, l'univers est tellement riche qu'on pourrait même créer des choses dans Star Wars. Donc, à un moment donné, si c'est pour rester sur les Skywalker, les Jedi, les chasseurs de primes, les trucs, les machins, bon... On l'a déjà vu, ça. Putain, mais même mon épaule, elle transpire de ouf. Enfin, pas celle-là, mais l'autre. Enfin, les deux, hein. Mais genre, même là, tu vois, ça reluit, quoi. Tellement je suis en nage de ouf, c'est terrible. Je suis dans une pièce qui doit faire quoi? Peut-être... 6 mètres carrés en plus, parce que mon studio il est petit, hein. Ça doit faire 6-7 mètres carrés, tout est fermé pour les bières du live, là les gars, je vais perdre 15 kilos, hein. J'ai bien fait à la salle, tu vois, j'ai privilégié la force, j'ai bien fait de pas faire mon cardio après, parce que de toute façon ça sert à rien là. Il suffit juste que tu restes dehors 3 minutes, t'as perdu plus de calories que quand tu fais 15 bornes de vélo. J'aime quand on m'enduit d'huile, j'aime me battre. Mais problème de cadrage quand Obi-Wan et Reva sont à la porte. Oui, alors après, voilà, bon, c'est vraiment des problèmes de réalisation qui sont les problèmes les plus intrigants et les plus importants. C'est-à-dire, quand tu arrives à un stade où, ouais, tu vois que malheureusement, il y a trop de choses qui sont faiblardes, il y a trop de choses qui sont pas logiques. Je repense à l'épisode 4, Leia qui est cachée sous la cape de Obi-Wan et ça passe tout seul, ou tout un tas de trucs comme ça, où globalement, effectivement, c'est pas cohérent, c'est pas raccord, et c'est hyper dommage pour une série de ce niveau.
Mais oui, 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 il y a des tas de choses qui sont malheureusement hyper frustrantes. Il y a des tas de choses qui sont frustrantes. Et puis de temps en temps, voilà, t'as des éclairs de génie. Le fait d'avoir même le jeu des lumières, moi c'est un truc que j'ai plutôt bien aimé, mais le jeu des couleurs et le jeu des lumières sur le sabre d'Anakin, au moment où il affronte Obi-Wan, il a un bleu beaucoup plus sombre que Obi-Wan, si vous avez remarqué. Quand Obi-Wan, en général, son sabre s'illumine devant lui, il a un bleu assez lumineux, assez clair. Même quand ils sont en train de se battre à sabre égal avec les mêmes couleurs, quand ils sont en train de se battre sur Coruscant, on voit que quand c'est sur le visage d'Anakin, alors encore plus sur l'Ordre 66, mais ça c'est normal, c'est du bleu très sombre. C'est des petites idées de colorimétrie qui sont intéressantes pour montrer qu'il y avait déjà de la dureté. Même si ils sont amis à cette époque-là, même si Anakin il en rigole parce que pour lui c'est un jeu. J'ai regardé quelques scènes de l'attaque des clones tout à l'heure, notamment quand il chasse Zam Wesell. Et je vais paraphraser la Missy Sama. Je me suis d'autant plus rendu compte que quand même Zam, elle est fraîche. Voilà, il faut le dire. Zam, c'est une changeante. Alors vaut mieux pas que pendant le coït elle se mette à changer d'un coup parce que forcément ça peut faire bizarre. Mais l'actrice, je m'étais pas rendu compte quand j'étais petit qu'elle était quand même plutôt mignonne. D'ailleurs, je sais pas s'il y a eu un bail avec Django Fett, mais Django, BRAVO, hein. BRVO. Mais voilà, je regardais ces scènes-là avec Zam et tout. Tu vois qu'Anakin, à cette époque-là, il est hyper arrogant. Non, rien n'est mieux que Brenda Song. Non, Caitlyn, c'est la femme de ma vie. Maintenant, c'est trop tard. Plus aucune personne ne peut passer au-dessus de Caitlyn de The Carrie. Mais voilà, tu vois déjà qu'il est hyper arrogant, il est dédaigneux, il est un peu hautain, il se prend pour le meilleur. Quand il parle avec Nathalie Portman juste avant d'arriver à Naboo, c'est le mec, il crache sur Obi-Wan en mode je suis sur certains domaines, bon beaucoup de domaines, je suis meilleur que lui, mais il me bride, il m'empêche de grandir, machin, etc. Tout ça c'est la faute d'Obi-Wan, j'aime pas le sable. Bon ok c'est cool Anakin, mais là justement le fait de reprendre cette idéologie, même de base. Parce que moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. BOSS, fait des... Putain, attends, bah non, faut que je lui mette. Regarde ce que je me suis... comment dire, regarde ce que je me suis enregistré, mon slide. Tu vas kiffer ça. Tu te sens un peu timide, n'hésite pas, relâche-toi et fais des exercices. Fais des pompes. Fais des squats. Fais des burpees. Voilà, c'est le Kemar. C'est le Kemar. Je veux que tu sois une machine de guerre, mon Zenda Boy. Le Kemar. Mais j'enregistre que des trucs comme ça maintenant, moi. C'est terrible. Là, par exemple, tout à l'heure, j'envoie à mon meilleur pote, j'envoie à Kenny. Je vois que la boîte où on va souvent, à partir d'aujourd'hui, elle est ouverte tous les jours. Donc j'envoie la photo à mon pote en mode bon bah voilà, ça y est, la boîte dans laquelle on va tout le temps, elle est ouverte tous les jours. Et du coup, je lui envoie une vidéo avec ça. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre. En gros, les mecs, ils sont quand même convaincus qu'à mon avis, cet été, on va pas en sortir vivant. Parce que si déjà là, on est le 17 juin et que c'est ouvert tous les jours... Bon, je pense que Gandalf, voilà, il faut se le dire, la mort n'est qu'un autre chemin. Bon, bah, on finira tous par l'apprendre, écoutez, voilà, c'est pas grave, on se couchera à 7h du matin en moyenne. Mais Gandalf, quand il s'est couché à 9h du mat pour Minas Tirith, et comment dire, et pour sauver Minas Tirith et pour sauver le gouffre de Helm, est-ce que finalement, il a râlé? Eh ben non, il était là, Gandalf, et c'est pour ça que je serai là de la même manière. Mais non, ouais, Obi-Wan, c'est une série à cause d'Obi-Wan. Non mais vraiment, mais en plus je pense qu'Anakin, il était convaincu qu'en fait entre Padmé et Obi-Wan, il y avait un bail. Je pense que par la suite, en fait, Anakin, il s'était tellement monté le truc que entre Obi-Wan et Padmé, il pensait qu'il y avait un crush. Et je me souviens que, il me semble, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que mon père... À l'époque où l'attaque des clones et la revanche des Sith étaient sortis, il me semble que mon père, il me disait, eh bah tu vois, je suis pas forcément sûr que entre Obi-Wan et Padmé, bah il y ait pas une sorte d'amour interdit. Et au final, à l'époque de l'attaque des clones et de la revanche des Sith, tu pouvais peut-être te poser la question, après quand il y a eu Clone Wars, qu'il a pas vu hein, pour le coup, mais après quand il y a eu Clone Wars et qu'on a vu qu'Obi-Wan, il avait eu une relation ou une histoire d'amour avec une autre, et puis quand tu vois toute l'accroche qu'il y a entre Padmé et Anakin, bon tu te doutes bien que Obi-Wan en fait il est très protecteur. Non voilà c'est ça Roawin. Mais sur certaines phases, en re-regardant l'attaque des clones et en re-regardant la revanche des Sith, il y a certaines phases, tu vois Obi-Wan, il est un peu en mode, il est très protecteur vis-à-vis de Padmé, mais il est protecteur comme un père, tu vois, parce que c'est pour lui Anakin c'est comme son fils.
Ou comme son frère, peut-être plus comme son petit frère. Donc forcément, il était très proche de lui. Mais, mais, euh, mais pour ceux, justement, pour revenir là-dessus, pour ceux qui aiment l'attaque des clones, moi, je suis vachement content qu'ils aient fait une ref à l'attaque des clones. Parce qu'il fallait oser quand même. L'attaque des clones, il est méga décrié. C'est un film, globalement, les gens ne l'apprécient pas. C'est considéré comme le moins bon des trois de la prélogie. Alors moi, je l'aime beaucoup. Hein. Je suis désolé, mais moi, je l'aime beaucoup, l'attaque des clones. Je trouve que c'est un vrai bon film. Politique, passionnant dans le lore, hyper raccord avec ce qui va se passer ensuite, qui tend déjà beaucoup plus vers l'aigreur, la solitude, la noirceur, et qui a un bon parallèle à ce que sera ensuite la revanche des Sith. Moi, j'aime beaucoup l'attaque des clones. Et le fait qu'il décide de prendre une scène raccord avec l'attaque des clones, je trouve que c'est un bon... c'est un bel hommage. Mais pourquoi ne pas aimer l'attaque des clones? Bah parce qu'il y en a beaucoup qui retiennent en fait l'histoire d'amour un peu cucu entre Padmé et Anakin, qui retiennent voilà le fait qu'il y a trop de parlotte, il y a trop de blabla, il y a trop de ceci, il y a trop de cela, que Hayden Christensen soi-disant bah il sait pas jouer, voilà, il y a eu beaucoup en gros c'était mou, c'était trop politique, trop de parlotte, et puis Hayden Christensen c'était pas possible, la relation sentimentale est pas terrible, alors que moi c'est des choses qui m'ont pas dérangé. Je veux dire s'il y a pas la relation entre Anakin et Padmé, bah déjà il y a pas de film hein, parce qu'il tombe pas du côté obscur. Ou beaucoup plus tardivement ou beaucoup plus difficilement. Et puis bah moi, tout ce qui est politique, en fait, tout ce qui est parlotte, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la prélogie. Donc, peut-être qu'Obi-Wan avait des sentiments, mais justement, c'est toujours maîtrisé, contrairement à Anakin, qui a toujours été plus dans l'émotion. Bah, Obi-Wan, il avait... Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore eu Clone Wars. À partir du moment où tu as vu Clone Wars, c'est pas un spoil, parce que ça n'a pas une importance non plus extraordinaire, mais pour le personnage quand même, quand tu vois Clone Wars, tu te rends compte qu'en fait, c'est exactement ça la manière, mais avec quelqu'un d'autre. Obi-Wan avait des sentiments et a vécu une histoire dans la réserve et dans vraiment bah, dans la douleur, parce qu'il se réservait de tout, il se préservait de tout en l'honneur de son statut de Jedi, avec une autre nana. Donc il a eu une relation lui avec une nana, je me demande si c'était pas une Mandalorienne, enfin je me souviens plus, je crois que c'était une princesse. Elle était un peu comme le roi Enoch, elle était présidentielle. Mais voilà, il avait eu une relation et lui, bah, justement, il a réussi à se canaliser, ce qu'Anakin n'a pas pu faire. Après, Anakin, faut quand même se dire que Duchesse Satine, c'est ça exactement. Comment dire Non, mais c'est exactement ce que je dis, Antoine. Et Obi-Wan n'avait pas de sentiment pour Padmé. Là, on se remet dans une configuration. Il faut se remettre dans une configuration où on est en 2005. C'est-à-dire en 2005, Anakin, il est jaloux d'Obi-Wan. Ça, c'est, je pense, un fait indéniable. Et sur une ou deux séquences à peine, on pouvait se dire, eh ben tiens, tu vois, il y aurait pu avoir une relation Obi-Wan-Padmé. Mais on se disait ça en 2005. Depuis, avec tout ce qui s'est passé, on sait très bien que c'est pas le cas. Il n'y a jamais eu d'amour entre Obi-Wan et Padmé. Obi-Wan appréciait énormément Padmé, peut-être bah, comme 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 une très bonne amie ou comme une femme très proche ou comme presque quelqu'un de sa famille. Ou en tout cas, lui, je pense qu'il n'était pas dupe vis-à-vis d'Anakin. Donc, comme la femme pour qui son petit frère ou son fils spirituel avait des sentiments. Mais ça s'arrête là. Alors moi, j'ai jamais eu de problème IGG pour tous ceux qui le disent. Je préfère le redire au cas où. Hein. C'est pas pour ce que je dis là maintenant, mais je n'ai jamais eu aucun problème avec Hayden Christensen. Les gens qui me suivent depuis longtemps peuvent même le dire. J'ai toujours défendu Hayden Christensen. Je trouve que dans le 2, il joue un peu il joue un peu de manière pédante, arrogante, un peu le gamin capricieux que t'as envie de gifler. D'un autre côté, Anakin, il est exactement comme ça dans le 2, donc ça me choque pas en fait. Et je trouve que dans le 3, il est bon. Donc moi, en fait, toute la shitstorm que s'est pris Hayden Christensen, je suis contre. Hein, parce que je trouve que c'est lamentable. Je trouve vraiment que c'est inadmissible, en fait. Je l'ai toujours trouvé très très bon, moi, ce mec-là. Je l'ai toujours trouvé très bon. Donc il joue le mec arrogant, il joue le mec un peu délicat, etc. Mais d'un autre côté, c'est le but. Donc bon, bah on va pas non plus lui demander de... Comment dire? On va pas non plus lui dire, vas-y, ne fais rien, quoi. Et merci Kevin pour le don, ça fait plaisir. De ouf, on le kiffe Hayden. Moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas eu de rôle par la suite. Je pense que ça, malheureusement, ça l'a pas mal traumatisé. Et puis derrière, il y a eu l'échec de Jumper, l'échec de 2 ou 3 autres rôles qu'il a tenté de faire. Je pense que derrière lui, il a fait une pause, il en pouvait plus. Ce qui peut se comprendre. L'attaque des clones est presque mon Star Wars préféré. Moi, l'attaque des clones, il est dans mon top... pour moi, il est dans mon top 3. Hein.
Pour moi, je mets la revanche des Sith, l'Empire contre-attaque, l'attaque des clones, un nouvel espoir, le retour du Jedi et la menace fantôme. Je mets quand même, j'aime bien la menace fantôme, mais je le mets quand même objectivement en dernier. Mais sinon, c'est à peu près ça. Et puis après, il y a les trucs de la postlogie, mais ça, je considère que ça n'existe pas. Donc la postlogie, je la compte pas. Mais moi, j'aime bien ce parallèle avec l'attaque des clones dans l'épisode 5. Et surtout que c'est vachement pertinent pour la suite. C'est vachement pertinent parce que ça aide à la dualité qu'on va finir par comprendre entre les deux personnages. C'est ça qui est, c'est ça le plus riche en fait. C'est ça le plus riche et c'est surtout ça le plus important. De comprendre un petit peu toute cette hiérarchie qu'il pouvait y avoir entre Obi-Wan et Anakin. Savoir qu'Anakin était bridé et que c'est encore bien de le montrer. Voir qu'aujourd'hui Vador, il n'y a plus rien qui compte à part Obi-Wan. C'est-à-dire que même les pseudo-rebelles qui sont là, qui se cachent, etc., il en a rien à foutre. Lui, globalement, il en a rien à foutre. Et ce qui est bien, c'est de voir à peu près à quel point c'est un mastermind. Reva, il avait tout compris depuis le début. Il avait tout compris depuis le début, jusqu'à lui donner son rôle de grande inquisitrice. Il savait exactement comment ça allait se passer. Alors, l'un des trucs que j'ai pas trop suivi, l'un des peut-être petits défauts, je comprends pas pourquoi Vador la tue pas définitivement. Le mec, il a 2 sabres, il peut lui couper, il peut lui trancher la tête, il peut lui trancher toutes les parties du corps, il peut s'en débarrasser pour être tranquille. Et là, finalement, il prend un peu le risque qu'elle survive derrière, parce que on reste chez Disney, donc tous les héros... vous vous rendez compte, on a déjà tué Tala, on va pas tuer Reva dans le même épisode, hein, parce que c'est pas bon pour le business. Je me dis, bon, connaissant Vador, est-ce qu'il est tellement sûr de son fait qu'il se dit, de toute façon, on va la laisser pourrir là, parce que personne va venir la chercher, ni quoi, ni rien. Tu penses quoi de la qualité de la BO de la série? Oh bah, elle est inexistante. Il y a un petit peu plus de musicalité ambiante intéressante dans cet épisode-là, notamment vis-à-vis d'une petite reprise de la marche impériale, et puis voilà, ils sont bien obligés de faire quelques morceaux, entre guillemets, emblématiques pour le combat final qu'il y a entre Reva et Vador, mais c'est faible, enfin globalement c'est très faible. Actuellement, je suis d'autant plus vénère que la bande-annonce nous mette Duel of the Fates et puis tous les morceaux emblématiques de la revanche des Sith. Parce que là tu te dis c'est du foutage de gueule, c'est vraiment de la publicité mensongère. Qu'il sait que Reva va le mener à Obi-Wan pour la suite. C'est possible. C'est possible. Je croyais que Vador allait nous refaire une doku. Bah, il aurait plu. Après, oui, c'est vrai que c'est pas idiot. Le fait qu'ils se disent, Reva, je vais la laisser en vie parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, dans tous les cas, elle va me ramener à Obi-Wan. Peut-être. Peut-être. Ah, moi, je suis curieux de savoir comment ça va se passer la semaine prochaine. Je sais pas si ce sera la fin de la fin, mais je suis quand même curieux de savoir comment ça va se passer, parce que là, on atteint un stade où, en théorie, tu peux pas, t'es obligé de faire un truc costaud, quoi. Là, t'es vraiment obligé d'aller chercher un combat majestueux et puis répondre à des tas de questions. On a quand même un gros cliffhanger à la fin avec Luke. Il y a quand même aussi ce raisonnement-là, hein. Parce que là, la série nous a quand même bien manœuvré en erreur. Nous qui pensions qu'Obi-Wan serait un ermite, qu'on allait être en apprentissage avec Qui-Gon... ça, ce qui peut toujours être le cas la semaine prochaine, ou qu'on allait s'occuper de Luke, etc. Luke, c'est un sparring partner. Après, c'est bien d'avoir fait venir Leia. Là, je pense que honnêtement, comment vous dire, la suite des événements, elle est simple, hein. Ça va être ça va être Obi-Wan qui ramène Leia qui ramène Leia à Alderaan. On termine l'arc autour d'Alderaan, et puis derrière, je pense que ça va se finir à Tatooine. Ça se terminera peut-être à Tatooine sur une défense de Luke, puisqu'on sait que Luke, peut-être qu'il est dans une passe délicate. Éclipsé par sa sœur. Ah bah là, clairement, ouais, clairement, c'est dur, hein, pour Luke. Hein. Mais bon, d'un autre côté, Luke, on l'a déjà tellement travaillé, on l'a revu dans Mando, on l'a revu dans Boba Fett. Bon, là, travailler Leia, moi, je trouve que c'est pas dérangeant. Vador qui danse avec Reva ne te dérange pas? Non, parce que moi, j'ai trouvé ça vachement bien foutu, en fait. Moi, je me suis dit, c'est une scène qui est là pour montrer la supériorité insolente de Vador. Vador n'a même pas besoin d'utiliser son sabre. Vador ne crame même pas un double sabre laser. Il n'y a même pas de combat, tellement il est puissant. Ça sert à rien. Il est au-dessus de ça, en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que il est capable d'arrêter tout et n'importe quoi avec la force. Je pense que de toute façon, des combats hyper emblématiques avec son costume, etc., c'est peut-être un peu compliqué, sauf si t'en remets un peu en CG derrière. Mais là, c'était que de l'authentique. Moi, je vois ça comme une marque de pouvoir.
Mais il a besoin de son sabre dans Rogue One. Ah ouais, mais Rogue One, c'est pas tout à fait pareil. Là, il est en 1 contre 1, face à un sabre. Donc il peut se dire, 1 contre 1 face à un sabre, la force, je la dirige que dans une direction. Peut-être qu'à un moment donné, dans Rogue One, quand il utilise son sabre, c'est parce qu'il y a une vingtaine de mecs qui lui tirent dessus, et que il a peut-être besoin de contourner les tirs de blaster, et puis en même temps, la force, il l'utilise aussi pour envoyer valser une dizaine. Moi, je trouve justement que dans Rogue One, c'est encore plus impressionnant, parce qu'il utilise son sabre, parce qu'il sait que ça fait peur, et en même temps, il a la force. Donc c'est le mec, il a acquis 10 ans de skills supplémentaires, et il se dit, là, moi les gars, j'en ai plus rien à branler, quoi. J'en ai plus rien à branler. Je sais très bien que c'est moi le taulier, et je vais vous retourner, quoi. Donc non, moi c'était une scène que j'ai trouvée encore plus impressionnante. Mais à un moment donné, il faut montrer les séquences, voilà, il faut rendre à Vador l'aura qu'il a. Pareil pour tout ce qui va concerner le Grand Inquisiteur. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire du Grand Inquisiteur. Et je sais pas dans quelle situation ils vont être capables de le réétudier. Il va falloir qu'ils le réétudient vite. J'aimerais avoir ton avis, Val, le futur de Star Wars consacré à l'équilibre entre lumière et obscurité au lieu de la dualité. T'en penses quoi? Merci Juju pour le don. Bah moi j'imaginais honnêtement un truc qui ne parlerait pas de la force. Quand Taika Waititi justement il a dit que il ferait quelque chose qui s'éloigne radicalement de ce qui s'est déjà fait parce qu'on pouvait ouvrir la chose. Moi honnêtement je te dis la lumière entre la dualité entre lumière et obscurité, moi je l'aurais bien vu mais dans une situation où les Jedi n'existent pas. Il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas d'Empire, il n'y a pas ces trucs-là, c'est une histoire dans l'univers de Star Wars. Complètement radicalement différente de ce qu'on peut faire habituellement. Et ça me déplairait pas des masses. Ça me déplairait pas des masses. J'ai perdu 25... Putain, je perds un nombre de kilos. Je vous jure, c'est terrible. Merci encore Kevin pour le don, merci pour le soutien. J'ai peur d'un combat devant Luke, ce qui serait incohérent. Oui, bah malheureusement, après, ils sont plus à une incohérence près, là, on le remarque bien, mais... Moi, ce dont j'ai peur, vraiment, c'est qu'en fait, Vador, il trouve la piste de Luke. Et ça, je trouverais ça grave débile, parce que... il l'apprend, je crois, dans l'Empire Contre-Attaque, que Anakin Skywalker a un fils. Donc, ça me ferait bizarre, en fait, qu'il ait déjà... qu'il connaisse déjà Luke, en mode, je sais pas si c'est mon petit, mais je sais qu'il est dangereux. Donc il aille le voir, sans savoir que c'est son gamin, pour le retrouver après, et puis comme par hasard, dans l'Empire Contre-Attaque, il fait jamais la jonction, le mec. Genre, il fait jamais le... Il fait jamais le truc entre les deux. Je trouverais ça débile, moi. Il apprend un peu avant dans un comic, mais c'est trop tôt. Ouais, mais les comics, ils sont pas canons, ils sont légendes. À moins que ce soit un comic que devenu canon direct, mais... S'il le voit, il va le sentir. Bah ouais, c'est ça le souci. Le Grand Inquisiteur, il sera dans Fallen Order 2. Ouais, je sais que... Moi, j'ai hâte. Jedi Survivor, j'ai hâte qu'il sorte. Ouais, ça peut être... Je pense que ça peut être très très lourd. Star Wars de Force Unleashed, le premier est incroyable. C'est le réveil de la Force, je les ai déjà fait. Bah, il y a longtemps, à l'époque, sur PS2, je les ai fait, ouais. Le premier est très cool. Le premier est vraiment très sympa. Dommage que ce personnage-là soit jamais devenu canon, par exemple. Il est canon, d'accord, ok. Ouais, mais ça, après, il est canon, mais enfin, je veux dire... Bon, ouais, mais il y a des tas de gens... Je pense que 90% des gens l'ont pas lu, quoi. De tous les gens qui ont vu des Star Wars, il y a les fans hardcore qui l'ont lu, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu. Donc, dans tous les cas, il l'apprend plus tard. Il l'apprend entre le 4 et le 5. Donc, dans tous les cas, il l'apprend plus tard. Donc, ça reste pas cohérent. Je pense que pour une majorité de personnes, on est surtout à partir... On le devine surtout à partir de l'Empire Contre-Attaque. Pour les, entre guillemets, les plus néophytes d'entre nous. Donc, dans tous les cas, ça reste pas cohérent, quoi. Putain, mes cheveux sont collés à mon front, mais quelle horreur. Quel enfer. Reva est une référence à Revan de Kotor, je pense. Je sais pas. Bon, tu sais, de là à ce qu'on apprenne qu'ils sont tous de la même famille, de toute façon, depuis que Rey est devenu une Skywalker, moi, j'ai plus aucun doute sur rien. Possible que Obi-Wan battle une nouvelle fois Vador dans l'épisode 6. Ah bah, c'est ce qu'a teasé, en tout cas, Hayden Christensen. Et moi, le truc que... C'est bien que l'épisode dure 1h20, parce que faut quand même resituer quelque chose. 1h20... C'est presque la durée de 3 épisodes qu'on a eu récemment. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode qui durait 41 minutes, où globalement, à peu près, on avait 29 minutes d'épisode global avec le générique. Bah finalement, 3 x 30, 1h30, même si l'épisode dure 1h20 en dehors des promos, etc. et du générique, bah les gars, on va avoir un épisode qui fait la durée de 2, voire 2 épisodes et demi.
de la série. Donc c'est comme si on avait un épisode 7, un épisode 8. Ils vont avoir le temps de manœuvrer beaucoup de choses et de nous expliquer des trucs. Moi, le premier truc qu'il va falloir qu'ils nous expliquent, c'est comment Obi-Wan, à un moment donné, il est redevenu chaud et fringant au point de réussir à rebattre encore Vador. Il peut pas perdre. Enfin, je veux dire, techniquement, par rapport à la suite de l'histoire, il peut pas perdre. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'effectivement, Qui-Gon pourrait l'aider pendant le combat, ce que je pense logique. D'un autre côté, moi, si Qui-Gon pouvait parler à Anakin, je trouverais ça limite encore plus couillu, moi. Qui-Gon qui parle à Vador, et du coup, Vador qui s'arrête parce que le mec est complètement traumatisé. Parce que moi, je reste convaincu qu'Anakin, la seule personne qu'il aimait et respectait vraiment, c'était Qui-Gon. À voir. À voir. Tu penses quoi de Reva dans la série, utile ou non? Bah, utile, non. Non, techniquement, son personnage est pas là. Enfin, si, Leia se fait pas kidnapper, mais je veux dire, tu peux mettre n'importe quel autre personnage inquisiteur qui kidnappe Leia, c'est pareil. Utile, non. Agréable, ça nous fait travailler les inquisiteurs, ça nous ramène à l'ordre 66. Oui, dans certaines choses, il y a des trames qui sont intéressantes. Maintenant, est-ce que Reva est utile? Non. D'un autre côté, est-ce que la série Obi-Wan est utile? Non. Je veux dire, si on part vraiment de trucs purement simples, précis et efficaces, je veux dire, la série Obi-Wan, elle est utile pour montrer qu'Obi-Wan a connu Leia et qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Donc oui, si elle reste utile dans le lore, mais sinon, est-ce que vraiment elle est utile, hormis pour la relation Obi-Wan et Leia? Non. Parce que ça peut revenir à un statu quo très vite. Hein. Alors, et merci encore Juju pour le don qui régale ce soir. Merci beaucoup. Comme souvent, l'artwork du film de Taika semble concerner les mystères de la Force avant les Jedi et les Sith. Pour moi, ça peut être incroyable en termes de potentiel et de créativité. Ah bah si c'est ça, ouais. Oui, si c'est les origines ou les mystères, ou si on va dans de la culture vraiment très intensive et très sombre et dark et à l'ancienne, des traditions et des légendes Jedi et des légendes Sith, ouais, ça peut être trop bien. Ah oui, ça pour le coup, ça peut envoyer du lourd. Ouais. Si Qui-Gon n'était pas mort, Sidious n'aurait pas retourné Anakin aussi facilement, je pense. Mais de toute façon, Qui-Gon, il était... c'était pas un équivalent de Jedi gris? Je me souviens... Alors là, à chaque fois, j'ai peur d'utiliser des mots techniques où les fans de Star Wars vont me gifler en mode « Putain, mais non, c'est pas ça du tout, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Mais il me semble bien qu'il avait un statut un peu particulier, ce gars-là. Genre Jedi gris, c'est-à-dire un mec qui peut pas être maître... Enfin, il est maître, mais il peut pas être au conseil, il peut pas faire ceci, cela, parce qu'il a une part de... Il est trop... Enfin, il fait trop les choses comme il veut, quoi. C'est pas qu'il est arrogant, mais il est tête brûlée. Genre, c'est Maverick, en fait. C'est Maverick dans Top Gun. Qui-Gon est un Jedi gris. Donc c'est ça, alors c'est bien cette appellation-là. Pour les fans, oui, pas pour Lucas. Ouais, mais Lucas, il a revendu son truc à Disney, donc déjà, il a plus rien à dire. Un grand bien, et merci pour tout ce que t'as fait, George Lucas. À un moment donné, j'espère qu'un jour, George Lucas te dira pas que ce que fait Disney, c'est de la merde. Fallait pas vendre aussi, hein. Donc bon, je sais pas s'il a encore son mot à dire dans Star Wars. Quand tu vends ton bébé, quand tu vends ce pourquoi t'as donné toute ta vie, je sais pas si t'as encore un mot à dire sur le truc. Même si ça ne retire rien au fait que ce mec-là est un génie pur souche, hein, mais surtout ça à Disney, quoi. Qui-Gon renvoie chier l'ordre, pour lui la force c'est la force. Ouais voilà, ouais, Qui-Gon, lui l'ordre Jedi, le temple Jedi, le conseil, il en a rien à foutre, il fait des trucs en mode moi je le formerai, vous je vous écoute pas, c'est l'élu, Obi-Wan tu t'en occupes, et j'avais eu cette appellation-là de Jedi gris, et je me suis dit tiens tu vois Jedi gris, je pense que pour Qui-Gon ça a un beau... ça a une belle dynastie, quoi. Lucas a écouté la force de l'argent, elle est belle. Il était gris parce qu'il était quand même un bon gars. Ah oui, 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 non mais voilà, bah c'est comme Mace Windu. Après, en vrai, Mace Windu, il est... comment vous dire? Mace Windu, il a un sabre violet, il fait partie du conseil, c'est un des membres les plus puissants qui existent. Il n'était pas si loin que ça du Jedi gris non plus. Alors lui, je crois qu'il a encore une autre appellation, Mace Windu. Mais Mace Windu, tu sens bien que, à mon avis, si dans son passé, le conseil, il l'écoutait pas des masses, ça paraît pas étonnant. Mais c'est juste qu'il a une telle puissance que, voilà. Mais tu sens que c'est quand même un mec qui prend des décisions difficiles au moment où il faut les prendre et qui est très, qui est très bourru quand même, hein. Et Obi-Wan a un peu de l'enterrement de Qui-Gon. Que dirais-tu d'une discussion Kenobi-Vador sans son masque? Ça pourrait arriver, mais je sais pas s'il en est capable, en fait. Je sais pas si c'est possible pour lui de faire ça.
Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Dans Rogue One, Bail-Organa dit que Obi-Wan est resté caché après sa purge. Et finalement, c'est faux, comme il est allé sauver sa fille, etc. Bah oui, mais ça, c'est peut-être un moyen de le... Comment dire? C'est peut-être un moyen de le protéger. Je pense que Bail-Organa, il a menti, histoire de protéger Obi-Wan aussi. Parce qu'il y a aussi ça, hein. Je veux dire, c'est quand même Bail-Organa qui va chercher Obi-Wan, donc c'est la moindre des choses de mentir pour lui sauver le cul derrière. Jedi Gris, c'est un utilisateur qui est indépendant. Donc il répond pas au conseil. Qui-Gon, on peut imaginer qu'il est... voilà, il participe au conseil, il va dans le conseil, etc. Mais que il reste fidèle à ses ordres à lui. Windu maîtrise le style de combat Vapad. C'est ça, le Vapad, ouais. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Mace Windu, justement. À la limite, entre le comité lumineux et obscur, donc oui, c'est un cas particulier. Bah, il y a toujours cette question qui revient. Et je vais vous demander de l'écrire dans le chat, on va faire un gros sondage, mais... Windu versus Palpatine. Windu versus Palpatine. Je pose une question simple. Est-ce que pour vous, Palpatine est battu ou est-ce qu'il se laisse battre? Moi, je fais partie des gens qui pensent que Palpatine a transpiré très fort. Je pense que Windu a été le seul à battre Palpatine. Je pense que Palpatine, s'il avait pu tuer Windu avant qu'Anakin arrive, il l'aurait fait. Et il s'en serait sorti quand même. Pour moi, c'est con, hein, mais pour moi, c'est Windu qui gagne à la loyale. Et je pense vraiment que Palpatine, il a sué très fort. Battu par Windu bat Palpatine au début. Se laisse battre quand Anakin arrive, Palpatine joue la comédie, bah c'est du 50-50, c'est ce que j'imaginais. C'est un peu la grande question, hein. C'est un peu la grande question parce que ça, malheureusement, dans tous les trucs des fans, ça fait partie des questions que les fans aiment bien se poser et continuent de discuter parce que bah, je pense que les deux sont totalement crédibles. Moi, je pense que grâce au Vapad et grâce aux techniques de Windu, je pense que Palpatine perd. Et je pense qu'Anakin arrive pile au bon moment et qu'à un moment donné, du coup, Palpatine en rajoute des caisses, tu vois. Par contre, par exemple, deux cas, deux ambiances. Hein. Je pense que Palpatine perd le combat, mais je pense que Palpatine, les éclairs, il fait exprès de les utiliser pour se les avoir dans la gueule. À partir du moment où il sait qu'Anakin arrive, il sait très bien que les éclairs, on va lui renvoyer. Il a pas de sabre, je veux dire, le Count Dooku le faisait avec Yoda. Je pense qu'il est totalement conscient, Palpatine, que s'il envoie des éclairs de force à Windu, il va se les reprendre. Je pense que ça, c'est de la manipulation. Quitte à s'auto-scarifier et quitte à se mutiler, histoire de voir ensuite, histoire de faire voir à Anakin jusqu'où les Jedi sont capables d'aller. Le mec, il est grimé de partout, tu vois, il est faible et tout, machin, pour attirer encore plus l'empathie d'Anakin. Pour moi, le combat, il le perd, mais derrière, Palpatine, ensuite, il fait mind game psychologique en se carbonisant la gueule. Un peu des deux, en fait. Je pense que Palpatine perd et rajoute des caisses pour faire sa petite victime. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et merci beaucoup Juju qui ne s'arrête plus pour le don, merci beaucoup. En vrai Valou, j'adorerais une série, un film ou un jeu vidéo sur la guerre entre l'ordre Jedi et l'Empire Mandalorien des siècles avant les films. Alors ça, ce serait cool, en vrai. Des siècles avant les films, je sais pas si ça arrivera, mais je pense que la saison 3 du Mandalorian ira... je pense que le siège de Mandalorian, on en parlera dans la saison 3 de Mandalorian. Dans un siège moderne actuel, hein. Mais je pense que ça reviendra. Et merci beaucoup encore Kevin pour le don. Tu la vois comment la saison 2 de la série? Bah écoute, moi il y a de ça encore 2 semaines, je la voyais pas, donc c'est dur à dire. En fait, par rapport à ce qui se passe actuellement, on a l'impression que l'épisode 6 peut complètement terminer la série, hein, si on part par là. Donc à la fin de l'épisode 6, je pense que là on pourra se dire quid d'une saison 2, qu'est-ce qu'on fait pour une saison 2? Mais avant ça c'est compliqué parce que là en fait il n'y a aucun actuellement arc narratif qui mérite d'être étudié lors d'une saison 2. T'as l'impression qu'en fait tout peut déjà se manœuvrer à part les inquisiteurs. Mais je vais demander aux plus grands fans, et Ivan, je vais demander aux plus grands fans, je pense que les inquisiteurs on sait comment ils disparaissent, non? À mon avis, les grands fans qui ont lu les comics ou les romans ou les trucs ou les machins savent déjà comment les inquisiteurs disparaissent, puisque dans le 4, il n'y en a plus. Je pense que c'est des choses qu'on sait déjà.
Donc voilà, si c'est déjà expliqué dans un comic, ça veut dire que ça vaut même pas la peine techniquement de l'expliquer dans une série. Donc même si ça on le sait, quelle discussion on pourrait avoir dans une saison 2 sur Kenobi? Un spin-off sur Vador? Oui, mais un spin-off sur Vador, ce serait pas une saison 2 de Kenobi, ce serait un spin-off tout court. Et c'est ça, en fait, j'ai vraiment aucune idée de comment voir la saison 2. Ou alors, on va se taper un méga cliffhanger des enfers, parce que ça c'est possible aussi. On va se taper un gros cliffhanger bien pété, où bah, globalement, à la fin, on sera sur une fin ouverte. Genre, voilà, Leia, Luke, Vador contre Kenobi, etc. C'est pas encore résolu. Peut-être qu'on va s'arrêter en plein milieu du combat, quoi. Et puis rendez-vous en saison 2. Ah ouais, super. Rendez-vous dans 2 ans. C'est Vador qui les détruit. D'accord, ok. Moi, je savais pas, parce que les Inquisiteurs, moi, j'ai commencé à les découvrir avec Jedi Fallen Order. Donc là, je suis un petit peu... J'ai pas... Moi, alors, j'étais très, 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 très fan de Star Wars, mais beaucoup dans l'univers de Legend. Moi, ce que je lisais beaucoup, je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, parce que c'est assez ancien, c'était les comics du côté obscur. Parler de Dark Maul, Vador, Django Ezam, Boba, etc. L'Empire Écarlate, j'aimais bien aussi. Rock Squadron, j'aimais bien aussi. Pas mal de romans aussi. Pas mal de romans que je lisais à droite à gauche, et puis pas mal de jeux vidéo. Ouais, c'est vrai qu'Ivan il a raison. Moi, Star Wars Bounty Hunter a toujours été un de mes jeux vidéo préférés dans le lore et pour son rapprochement à l'attaque des clones. Je le trouve génial. Bah d'ailleurs, attends. Voilà, pour ceux qui justement tout à l'heure me posaient la question, je vous mens pas. Star Wars, le pouvoir de la force sur PS2 et mon Ivanounet, Star Wars Bounty Hunter, évidemment la version PlayStation 2 à l'époque où j'achetais ça dans des caches de l'enfer, et ces jeux-là étaient énormes. Alors j'en ai plein en même temps, hein. Des jeux de ce style-là, j'ai les Star Wars Battlefront 2, j'en ai sur PS1, j'ai Star Wars... je crois que j'avais Star Wars Racer pendant un temps, j'ai fait Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, j'avais Star Wars... comment il s'appelait ce jeu-là? Démolition, il y en avait pas mal. Et c'est vrai que celui-ci était lourd. Après, en version PC, j'avais les KOTOR, et j'avais République Commando, qui est absolument stellaire. Star Wars République Commando, il est inhumain de qualité. C'est mon préféré. Star Wars République Commando, pour moi, c'est mon préféré. Après, Bounty Hunter. Et putain, on ne dira jamais assez, et ça, je sais que mon Ivan va être d'accord. Mais alors, regardez ce vestige qu'étaient les jeux où, à l'époque, on avait, voilà, des guides avec comment jouer, comment manœuvrer, des histoires sur les personnages. Ça, les gars, ça... Dans l'univers du jeu vidéo, c'est la chose la plus triste qui ait disparu. Ça, c'est de l'or. C'est le prestige. Mais évidemment, Ivan, qu'on les lisait, tu sais quoi, Ivan? Je vais regarder ça. Quand on parlait des personnages, ça, c'était de l'or en barre, les livrets, putain de merde. Et moi, à l'époque, dis-toi, Ivan, que quand j'étais en vacances, c'était en hiver, j'avais passé une semaine chez mes grands-parents. J'étais tellement à fond sur le jeu Peter Jackson's King Kong sur PS2 que j'avais pris le livret et je le relisais tous les soirs avant de dormir. Comme ça, j'avais l'impression d'être encore un peu dans le film et dans le jeu. Et j'avais pris le livret de la boîte PS2 et je faisais style à mes grands-parents qu'à chaque fois, j'avais oublié des affaires chez moi, qu'il fallait qu'on revienne. Et du coup, je retournais vite fait chez mes parents pour jouer, faire 2-3 parties, puis après, je repartais chez les grands-parents. Mais voilà, il y avait ça. Je pense que sur le pouvoir de la force, il y en avait un aussi, bah évidemment, le petit fascicule, voilà, du pouvoir de la force qui te présente évidemment les personnages, voilà, comment manœuvrer, toutes ces choses-là. Tout ça, c'était de l'or en barre. C'était de l'or en barre. C'est hyper dommage, en fait, que tout ça, ça n'existe plus. Parce que je les ai encore, hein. Je veux dire, il est encore là. Regardez ça. Regardez ce truc d'archive. Ce CD Star Wars Bounty Hunter PS2. Pas un brin de rail, tu vois, pas une seule rayure, tellement j'y prenais soin à ces jeux-là. Et j'en ai plein, hein. Peut-être qu'un jour, je vous ferai ma collection de mes anciens jeux un peu old school, comme ça. Ce qui ne prendra pas trop longtemps, parce qu'à mon avis, je dois en avoir plus qu'une quinzaine, mais ça fait toujours moins d'arbres à abattre. Ouais,
Ouais, c'est une remarque de chieur. Donc venant du chieur, bon ça m'étonne pas, comment ça va le chieur? Mais oui, bah c'est sûr, oui, si on veut penser écolo, d'accord. Mais d'un autre côté, bon, je pense que honnêtement, si on veut être tout à fait honnête, l'écologie, je pense pas que ce soit les livrets de jeux vidéo qui est en train de les foutre en l'air. Hein. Vu ce qu'est devenu l'écologie aujourd'hui, l'écologie part en couille alors que les livrets de jeux vidéo, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Merci, ce qui me fait kiffer pour le don. Vador n'a jamais été mis en danger dans aucun opus. Bah, à part dans le 6, mais sinon, non. Non, il est jamais mis en état d'échec. Ce sera la première fois qu'on le verra en état d'échec, là. Puisque forcément, il va devoir perdre. Mais comment amener à la défaite de Vador, quoi? Qu'est-ce qui te plairait le plus, l'après épisode 9 ou l'avant épisode 1? Merci Juju pour le don. Oh, l'avant épisode 1, largement. Largement. Oh, l'après épisode 9, ça m'a tellement saoulé que pour moi, il n'y a plus rien à voir. Oh, il n'y a plus rien à voir. Ça, c'est une horreur. Donc tout ce qu'on peut laisser à la post-logie reste à la post-logie. Pour moi, tout ça, c'est une horreur. Donc l'avant épisode 1, largement. La dynastie des premiers Jedi, toutes ces choses-là. Mais le jeu qui va sortir, on parle de jeu là, mais le jeu de Quantic Dream va être incroyable aussi. Quantic Dream, le jeu Star Wars là qu'ils ont prévu, qui se passe bien avant les événements de la menace fantôme, ça va être lourd. Quelle heure il est? 51. Bon, il me reste 9 minutes. Si vous avez des petites Q&A, des questions-réponses sur l'épisode, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Bah sinon, Ice Cube, il est toujours là, hein. Il sert à rien, le fils Ice Cube, mais il est là. On a parlé de la réal, on a parlé de la mise en scène, que c'était pas encore bon, mais que Vador était sur le toit du monde, qu'il y avait des scènes marquantes, que des flashbacks étaient bons, que c'était frustrant, forcément, parce que c'est comme ça que tout aurait dû être manœuvré, que je trouve que Ewan McGregor, ça marche toujours aussi bien. Reva, je trouve que pareil, on pouvait l'attendre, on pouvait le sentir venir, et on l'avait pré-shot depuis l'épisode 1, c'est dommage, mais ramener à l'ordre 66, c'est plutôt intéressant, que effectivement, la fusillade et la mise en scène de la fusillade, elle est éclatée. Il y a trop d'incohérences encore qui vont pas. Mais pour le coup, bah, je suis désolé, hein, mais pour le coup, moi, c'est un épisode qui me donne envie de voir la suite. Vraiment, hein, je veux dire, j'en avais plus rien à foutre passer l'épisode 2, quoi. Le 3 me donnait plus de hype, le 4 encore moins. Là, j'arrive sur le 5, bah, j'ai hâte de voir le 6. J'ai hâte de voir le 6 parce que je me dis, ok, le 6, bah, il y a des promesses à respecter. Et alors, il va vraiment falloir à un moment donné que là, il sorte du lourd, quoi. Là, il me faut des flashbacks, par exemple, sur la guerre des clones. C'est l'occasion inespérée d'avoir des flashbacks sur la guerre des clones. Donc là, il va falloir emmener le truc encore plus loin, quoi. Il va falloir emmener le truc à des sommets qu'on n'avait pas eu jusque maintenant, parce que sinon, tout ça aura servi à rien. J'avoue, ils ont relancé ma hype. Bah oui, parce que, en fait, moi, ce que je me dis tout simplement vis-à-vis de cet épisode, les Stormtroopers sont nuls, oui, hello Samouille. Ouais, mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure, YGG, c'est toujours la même chose. Moi, quand je sais que les clones, en fait, ils ont été retirés pour faire des économies et qu'on a fait en sorte que les commandants clones les plus forts soient ceux qui font les stages des Stormtroopers, je comprends pas que les Stormtroopers soient aussi teubés. Moi, ça me casse les couilles, en fait, d'avoir des Stormtroopers idiots. Moi, je me dis que là, autant dans la trilogie originale, c'est pas trop grave. C'est surtout dans l'épisode 6 où ils sont neuneux, mais avant, ça va. Mais là, t'as l'occasion, putain, en fait, c'était là maintenant qu'il fallait faire en sorte que les Stormtroopers soient un peu une menace. Une série sur l'univers des Stormtroopers, sur des unités d'élite Stormtroopers, ça me plairait. Ils sont tellement teubés, qu'est-ce que t'en as à foutre, de toute façon c'est des rigolos, les mecs, hein. Et c'est ce que je vous dis. Moi, je vous dis, depuis l'épisode 1, on connaît les faiblesses de la série. La 2 a continué, la 3 a continué, la 4 a continué. On connaît les faiblesses de la série. C'est acté, c'est un fait, ok, d'accord. On pourrait... en fait, c'est soit tu vois le verre à moitié plein, soit tu vois le verre à moitié vide. Soit tu vois le verre à moitié vide en te disant, on a toujours les mêmes défauts, il y a 2-3 scènes un peu mieux, mais globalement, vas-y, ça fait chier parce que c'est faible. Soit tu vas le voir à moitié plein en me disant, allez... Il y a eu un regain de forme, Vador au sommet du monde, il est impressionnant, il est angoissant, il est puissant, ça peut donner quelque chose. Ok, les défauts sont toujours présents et ils sont indéniables, on va pas passer notre vie à parler des défauts tout le temps non plus, quoi. Pareil, enfin je veux dire, l'autre Tala, mais moi, heureusement qu'elle est morte parce qu'elle m'insupporte à cause de ça, mais elle a remis une gifle à un Stormtrooper. C'est limite, non seulement elle a pas mis une gifle, elle a pris la gueule du Stormtrooper et bam, tu vois, genre, elle a vraiment mis le Stormtrooper, elle a récupéré le masque et elle l'a envoyé directement par terre. Mais j'imagine pas la lourdeur du masque avec le mec et tout, enfin je veux dire, juste à bout de bras pour l'envoyer par terre et lui mettre une balle. Ça, juste après l'épisode 4 où elle mettait des gifles à des Stormtroopers qui étaient en mode ouais, non mais c'est bon, ça va.
Eh, vous les avez trouvés où? C'est les potes de la garderie, c'est les potes de la cantine de Finn, en fait, tu vois. C'est les mecs qui, normalement, eux aussi, ils sont censés récurer les chiottes de l'Étoile Noire. Ils ont été réquisitionnés parce qu'il y avait personne d'autre. Ça va, les gars. Ah bah, on est loin de Crosshair, là. On est loin de Crosshair, on est loin de la Bad Batch, on est loin de Cody. On est loin de Capitaine Rex. Ah ouais. Là, c'est Joel Clodo, hein. Jamais compris le problème avec le Grand Inquisiteur. Il a pas la même tête que le président du Tapao. D'accord, exactement comme nous. On n'a pas tous les mêmes têtes. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, à un moment donné... c'est un peu limité comme raisonnement. Je veux dire, eux, ils sont censés quand même ne pas ressembler à des humains. Ils sont censés quand même avoir des visages particuliers qui sont propres à leur planète. C'est comme si un jour, si toi, en fait, t'allais dans une ville, puis tu voyais un mec avec des antennes. Ou un mec avec vraiment une tête, genre à la Lovecraft, qui fait carrément 50 cm de long, et avec deux espèces de boules derrière. Ouais, putain, c'est bizarre quand même. Enfin, je veux dire... T'as pas là pour le coup, t'aurais pas la même tête que nous. Après, nous, on reste des êtres humains, tu vois. Je veux dire, on a des choses qui nous font nous reconnaître. Alors que le Grand Inquisiteur, par rapport à l'imagerie en fait qu'on a donnée à ces créatures-là qui sont humanoïdes et pas humaines, c'est différent. C'est des créatures humanoïdes. Elles ont des dents plus pointues, les têtes plus larges, beaucoup plus ciselées, des maquillages beaucoup plus marqués. Donc tu vois, c'est différent. C'est-à-dire, on passe de humanoïde à humain maquillé. Et là, c'est quand même différent. C'est comme si je te disais à un moment donné... En fait, on va trouver une Twi'lek, parce que moi j'aime bien les Twi'lek en plus. On va trouver une Twi'lek, sauf qu'en fait, la Twi'lek, elle a des cheveux, elle a plus de dread. Mais on te dit que c'est une Twi'lek. T'es là en mode, bah les gars, c'est pas une Twi'lek, en fait, c'est juste une meuf avec des cheveux et qui a pas la même couleur que nous, quoi. Alors attention, les gars, moi, le jour où on me rate une Twi'lek, là, je peux vous dire que je fais la gueule. Alors là, je peux vous dire que je fais la gueule. Spin-off sur Jar Jar, quel enfer. Même dans Rebels, le Grand Inquisiteur est mieux respecté. Ahsoka aussi, elle est mignonne, ouais. Mais Ahsoka, c'est plus une fille spirituelle. Tu la connais depuis qu'elle est tellement toute petite que, genre, quand elle devient ado et quand elle devient adulte, en fait, Ahsoka... Enfin, quoique, après, c'est Rosario Dawson aussi, faut reconnaître. Mais même, j'ai trop l'attachement, en fait, d'une... Tu la connais, enfin, voilà, t'as tellement d'affect familial avec elle que, pour le coup... Ayla Secura. Pour le coup, Ayla Secura. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est aussi court que la minute Julien Lepers d'hier soir. C'est vraiment pour les droits d'auteur où je me dis, allez, je vais mettre que 10 secondes parce que... Tu y crois à Aiden dans la série... Ah, il y a Dark Talon aussi. Oui, enfin, Dark Talon, c'est un autre standing. Je pense que Dark Talon, ils l'ont jamais mis dans les films parce que c'était trop sexualisé. Je pense que Dark Talon, c'est George Lucas. Il s'est fait un espèce de kiff, mon pote. Il s'est dit, oh là 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 là. Et en fait, je pense que ça a jamais été mis en scène parce que trop sexualisé et beaucoup trop chaud, en fait. Tu mets une Dark Talon... T'imagines, tu mets une Dark Talon dans... C'est plutôt public, hein. C'est plutôt public. Alors que moi, je lui trouve du charme. Elle a du charme, elle est ultra sexy. Il n'y a pas de mal à dire que Dark Talon est sexy. Elle a été créée comme ça. Ça reste une grande senior site et tout. C'est un délire. Mais c'est pas possible de mettre ça... Ou alors, dans ce cas-là, tu la changes complètement. Mais ça devient plus... Enfin, c'est plus du tout... Comment vous dire? C'est plus du tout... Merde. Dark Talon derrière. Ça devient quelqu'un d'autre. Ça devient quelqu'un d'autre. Les femmes troopers sont mon fantasme. Les femmes troopers, je sais pas ce que c'est. Ma Twi'lek préférée est Racine-Doula. Et Racine-Doula est mignonne aussi. Enfin, Hera Syndulla, je sais pas si on l'a déjà vu. Je crois qu'Hera Syndulla, elle est annoncée dans une nouvelle série, là. Il me semble qu'elle a été annoncée à la série Ahsoka. Elle sera en live action. Hera Syndulla, qui est une des plus grandes pilotes de l'univers de Star Wars, d'ailleurs. Donc ce sera hyper important de voir comment ils vont la manœuvrer, elle. Hein. Parce qu'elle est hyper importante. Hein. Enfin sur ce, 22h, écoutez, merci à tous d'avoir été là. Je pense qu'on a fait un bon point de l'épisode 5 sur ses qualités et ses défauts. On verra un petit peu ce qu'il en sera du prochain.
Le prochain, je pense que le live durera beaucoup plus longtemps parce qu'on aura l'équivalent de 2 ou 3 épisodes. Donc on sera peut-être une petite nocturne supplémentaire, un petit 21h minuit ou au moins 21h 23h, je pense. Parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse faire moins. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour les dons très généreux encore comme d'habitude. Je vous rappelle que demain après-midi, on est en live à 14h. Épisode final en plus, ouais. Donc il y aura beaucoup à dire. Demain après-midi à 14h, on est en live sur Twitch. Donc rendez-vous vers 13h30, vous connaissez un peu l'animal pour le petit talk, pour faire terminer la campagne Biocide de Jurassic World Evolution 2, la campagne spéciale du dernier Jurassic World, qui est meilleur que le film. Et dimanche, on termine The Carry. On essaie toujours de continuer à faire le 100%, même si j'ai peur pour mon nick. Mais on verra ce qu'il en est. En tout cas, là, on continue les lives et puis toute la semaine prochaine. Pareil, pour ceux qui aiment Star Wars, et ça, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Pour ceux qui aiment Star Wars, sachez que lundi qui arrive, là, lundi qui vient, sur Twitch, je fais un live spécial, mais 30 morceaux de bande originale de films cultes. Il y aura forcément du John Williams, il y aura du Star Wars. Peut-être que ça peut vous intéresser si vous avez envie ensemble qu'on réécoute Duel of the Fates, sera-t-elle dans le classement, la musique de l'ordre 66 sera-t-elle dans le classement et compagnie. Il y aura beaucoup de bonnes choses, hein. Il y aura du James Newton Howard, du Hans Zimmer, du John Williams, du Thomas Newman, il y aura plein de bonnes choses, donc ce sera uniquement sur les films, mais ça peut être hyper cool. Donc ça, ce sera lundi, et j'en ferai une vidéo la semaine prochaine, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, immense coup de cœur pour We Own This City, la série faite par les gars de The Wire avec John Berntal. C'est absolument extraordinaire, We Own This City. Faut s'accrocher sur les 2 premiers épisodes, mais à partir du 3, ça devient phénoménal. Si vous n'avez pas vu, c'est seulement 6 épisodes, c'est disponible sur OCS, où évidemment le téléchargement est ton ami. C'est une série hors du commun, vraiment, c'est trop bien. John Berntal joue trop bien, c'est extraordinaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Nous on se retrouve évidemment donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pour Star Wars. On continue de nervurer le biceps, on va se doucher parce que là putain je ressors dans une demi-heure et honnêtement il va falloir, parce que là c'est un Fennec du Sahara qu'on va faire venir directement si jamais je me douche pas les frérots. Donc c'est terrible, là je vous dis que de la sueur et des larmes il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous. Et j'aurais bien aimé vivre dire Kenobi, mais je suis pas un mytho. Dommage.